Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire. Alors aujourd'hui on va étudier le règne de Louis XVI de 1774 à 1792. Alors cette période qu'on va étudier, ça va être la montée de la colère du peuple et cette colère va mettre un terme à la monarchie française. Ça va être la fin de la dynastie des Bourbons et également la fin de la monarchie française. Un petit tour d'horizon sur l'arbre généalogique de Louis XVI. Louis XVI fait partie de la dynastie des Bourbons qui commence avec la fin de celle des Valois, avec Henri III, et on commence les Bourbons avec Henri IV. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était le roi qui est passé de protestant à catholique, qui a dû se convertir pour accéder au trône de France. Il avait mis en place l'édit de Nantes, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'édit de Nantes, c'est ce fameux édit, c'est une loi qui a été décrétée par le roi, qui a permis aux protestants d'exercer, de pratiquer leur culte en toute liberté et en toute conscience, sans que ça soit interdit. Louis XIV, celui qu'on a étudié précédemment, qui était un roi avec un pouvoir absolu, qui a révoqué l'édit de Nantes, hein, c'est-à-dire qu'il l'a supprimé, donc les protestants ne pouvaient plus exercer leur culte librement. Il n'y avait la place que pour la religion catholique. On se souvient que Louis XIV avait mis tous les nobles de France à Versailles pour les surveiller, pour surtout pas qu'ils se rebellent, hein. Tu te souviens de cet épisode de la Fronde qui l'avait particulièrement euh, traumatisé enfant. Donc Louis XIV va faire des guerres qui vont coûter très cher. Louis XIV a également fait des constructions pharaoniques comme le château de Versailles, hein. Tout ça a coûté de l'argent. Le peuple était de plus en plus pauvre. Louis XV qui succède à Louis XIV, ben lui aussi va faire énormément de guerres. Il sera mal conseillé par la marquise de Pompadour qui va faire des guerres qui vont coûter beaucoup d'argent. Le royaume de France s'appauvrit de plus en plus. Et Louis XVI hérite d'un royaume au bord de l'implosion sociale à cause de la pauvreté. Le peuple de France est pauvre. Lui et son épouse Marie-Antoinette d'Autriche sont accusés de dilapider, surtout elle, hein, l'argent du royaume de France. Mais c'est également, enfin, c'est les guerres et le train de vie du château de Versailles qui va exacerber la colère du peuple. Je te propose la lecture de cette lettre qui est adressée à Louis XIV en 1694. L'auteur, c'est François Fénelon. C'est un écrivain, un homme d'église qui rapporte à Louis XIV que son peuple est affamé, écrasé par le poids des impôts. Tu peux mettre pause pour le lire, je vais le lire de mon côté et expliquer ce que ça veut dire. Votre peuple, que vous devriez aimer comme vos enfants, meurt de faim. Au lieu de tirer de l'argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et sans provisions. Le peuple même, qui vous a tant aimé, qui a eu tant de confiance en vous, commence à perdre la confiance et même le respect. Il est plein de désespoir. La révolte s'allume peu à peu, un peu partout. Le peuple croit que vous n'avez aucune pitié de ses souffrances, que vous n'aimez que votre autorité et votre gloire. On se souvient que les guerres, la construction du château de Versailles, le train de vie de la noblesse française, le train de vie du roi se fait sous les impôts du peuple. Le peuple est harassé, est écrasé par le poids des impôts. Le peuple français vit très pauvrement. La faim commence à, à arriver dans les peuples de France, dans les villages de France, et la colère commence à gronder.
Alors ici, tu as un tableau et une caricature qui a été réalisée à l'époque de Louis XVI. Une caricature, c'est un dessin qui aura pour but de dénoncer une injustice ou une politique ou une idée en utilisant l'ironie, la moquerie, hein, voilà. Sur le tableau de gauche, hein, on voit le peuple français, on voit qu'il était très pauvrement habillé. Les habitations sont sommaires, sont très simples, comparées rappelle-toi, à Versailles. Versailles, c'est le luxe, c'est la volupté, c'est tout est prolifique, c'est la richesse, les repas sont gargantuesques, hein. On a énormément de plats, on a énormément de nourriture. C'est pas du tout le cas du peuple français. Le peuple français, c'est la misère, c'est la famine, c'est la pauvreté. Et à ta droite, tu as une caricature. Alors, euh, tu as l'image d'un homme avec une canne qui porte sur son dos un homme d'église et un noble. Donc ça veut dire quoi? C'est que c'est le peuple français qui est euh, harassé, qui porte tout sur son dos, enfin, les impôts c'est les impôts du peuple qui vont permettre aux nobles et aux hommes d'église, au clergé, de vivre dans le luxe, dans la richesse, alors que le peuple français, le tiers-état, vit très très pauvrement. Tu as la même caricature avec une dame, hein, la dame et le monsieur qui portent les gens sur le dos, ce sont des paysans, ce sont les Français, c'est euh, l'ensemble des paysans de France, hein, qui est la majorité du peuple de France. Elle porte quoi au-dessus? On voit une bonne sœur, une nonne, en langage familier, une bonne sœur, ça représente l'Église, hein. Et on voit une dame richement vêtue avec une grande perruque, une grande robe verte avec des nœuds très joliment noués. C'est la noblesse, là aussi. En fait, cette caricature elle va représenter le peuple de France qui porte sur le dos le coût de vie de la noblesse et du clergé. Le clergé, c'est tout ce qui est l'Église, qui, eux, ne payent pas d'impôts. Seuls les paysans, le tiers-état, les gens du peuple, payent des impôts. La noblesse et le clergé, donc tous les dirigeants dans les églises, tous les nobles qui vivent à Versailles ne payent pas d'impôts et ils reçoivent des rentes du peuple, c'est tout ce qui est les impôts, et eux ne déboursent zéro impôt. Tout le train de vie de ces gens viennent du peuple. Alors, pendant que le peuple français a du mal à se nourrir, hein, entre les impôts, les corvées et tout ce qu'il doit au roi, hein, et aux nobles, il y a une personne qui va cristalliser comment dire, cette colère, hein. Cette personne, c'est la reine Marie-Antoinette. Alors Marie-Antoinette, elle aura la réputation d'être très dépensière. Notamment, elle s'amuse à jouer à la bergère. Pendant que le peuple de France meurt de faim, elle, eh ben, elle fait construire le petit Trianon, là, c'est le petit bâtiment que tu vois. Elle reproduit une ferme, elle ramène des moutons et Marie-Antoinette joue à la paysanne, joue à la bergère. C'est comment dire, cette dichotomie, cette différence entre le peuple de France qui galère, qui n'arrive pas à manger, qui se tue à la tâche, euh, qui, euh, qui c'est difficile de survivre pour eux, qui vont travailler durement dans les champs, et à côté de ça, il y a Marie-Antoinette, reine de France, qui joue à la bergère, qui joue à la paysanne, richement habillée, hein, tu vois, c'est son costume de bergère, et puis elle va s'amuser à jouer à la bergère avec ses moutons. Sous le règne de Louis XVI, de nouvelles idées émergent. Nous avons des auteurs comme Diderot, comme Montesquieu, comme Rousseau, qui auront à cœur de défendre le peuple.
Contrairement aux auteurs qui étaient sous le règne de Louis XIV, sous le règne du roi Soleil, je ne sais pas si tu te souviens de Molière, Racine, Lully, ces artistes, ces auteurs, ces écrivains, ils avaient plus à cœur de faire plaisir au roi, de divertir la noblesse. Les artistes, les écrivains du règne de Louis XVI auront plus à cœur de défendre les intérêts du peuple, de dénoncer le poids des impôts, les injustices que le peuple subissait. Alors ici tu as une caricature, hein, je te rappelle c'est un dessin qui va dénoncer en utilisant de l'humour, hein, des traits humoristiques. Ici tu as un paysan, il y a une pierre et sur c'est plutôt un gros rocher, hein. Sous ce gros rocher, tu as deux personnes, un homme d'église et un noble. Et sur ce gros caillou, qu'est-ce qu'on voit décrit? La taille, impôt et corvée. La taille, c'était un impôt, les impôts, c'est un impôt, et les corvées, c'était des travaux que les paysans devaient aux nobles. Et tout ce poids ça écrase le paysan, pas physique, pas comme un caillou là physiquement, mais le paysan n'a plus d'argent pour s'acheter à manger, le paysan a faim. Alors je vais te lire le texte qui est en jaune, tu peux mettre pause pour le lire toi-même si tu as envie de le lire, et on va en discuter un petit peu. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un cadeau du ciel, et chaque individu a le droit d'en profiter. Le roi tient son autorité de ses sujets. Il ne peut pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans l'accord du peuple. La puissance obtenue par la violence n'est qu'un vol, c'est la loi du plus fort. D'après Denis Diderot, philosophe, 1751-1772. Là, Diderot remet en cause l'autorité du roi. Pour lui, c'est de la violence, c'est du vol, hein. Les nobles et le clergé volent le peuple français. Et pour lui, il remet en cause le droit divin, que Dieu qui décide qui est le roi, et que le roi peut faire tout ce qu'il veut parce que c'est Dieu qui l'a désigné comme roi de France. Donc tout ça est remis en cause, et il y aura de plus en plus d'auteurs qui vont prendre fait et cause pour le peuple. Alors au XVIIIe siècle, comme je te disais, il y a des penseurs comme Voltaire, Rousseau et Montesquieu qui critiquent la monarchie absolue et le rôle important de l'Église catholique dans la société. Tu te souviens, au temps de Louis XIV, les écrivains, les artistes pensaient plus à divertir le roi et la noblesse. Ici, ces penseurs, ces écrivains, ces critiques, ils critiquent le roi et l'Église. Ils remettent en cause leur pouvoir. Ils condamnent les privilèges de la noblesse et du clergé qui leur permettent de ne pas payer d'impôts. Les nobles et le clergé, les hommes d'église, ne payent pas d'impôts. Seul le peuple de France, le tiers-état, est écrasé par la taille, les impôts et les corvées. Alors, ces penseurs, ces critiques, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ils imaginent une société plus juste dans laquelle les hommes seraient tous libres et égaux en droit. Ça doit te rappeler quelque chose. Leurs idées se sont répandues dans la bourgeoisie et ont touché le peuple. Alors, il y avait des paysans, mais il y a aussi une bourgeoisie. Je ne sais pas si tu te souviens, dans le cours de Louis XIV, on a parlé de manufacture. Manufacture, c'est des petites usines. On a de plus en plus d'ouvriers, de responsables de manufacture qui deviennent de plus en plus riches. Et eux payent des impôts. Et ils trouvent injuste qu'ils doivent payer des impôts alors que les nobles n'en paient pas. Donc c'est à la montée de cette bourgeoisie qui va faire émerger également ces auteurs qui vont lutter contre le pouvoir absolu du roi et l'injustice avec les privilèges de l'un et les impôts, les taxes, la taille et les corvées pour le peuple. Alors en 1789, il va y avoir une montée en puissance du mécontentement de la France. Alors là, je t'ai mis en illustration un tableau qui illustre
comment vivaient les Français, la majorité des Français, sous le règne de Louis XVI. C'est très pauvre, on n'a pas de chaussures, la table est très peu garnie, hein, c'est très modeste, hein, très pauvre par rapport au tableau des nobles et des rois et du roi qui s'amusait dans la cour de Versailles. Alors, il y a aussi eu en 1789, il y a eu une très mauvaise récolte, hein, une mauvaise récolte, peu de blé, la famine, hein. La famine, c'est quand on n'a pas assez pour manger. Donc, la famine, le poids des impôts faisait que le peuple français se trouvait dans la misère, hein. C'était comme illustré dans le tableau. Le roi Louis XVI savait qu'il fallait faire des réformes. Il fallait faire des réformes, c'est des lois qui doivent améliorer la condition de vie du peuple. Mais il hésitait à prendre certaines décisions. Alors il convoque les États généraux pour en discuter avec les représentants des nobles, du clergé et du peuple. Le peuple, bah, il a écrit des cahiers de doléances pour exprimer son mécontentement. Il n'était pas content, donc il a fait des propositions pour améliorer sa condition. Euh, Parce que le peuple de France mourait de faim. Alors je vais te lire un extrait d'un cahier de doléances de paysans qui a été écrit en 1789. Et juste avant, je t'ai mis une caricature. On voit un paysan. Alors il a un bonnet, hein, ça ressemble au bonnet des Schtroumpfs, là, en bleu. C'est le bonnet phrygien, hein, ça va être un symbole de la Révolution française. Donc tu vois ce monsieur qui porte sur le dos tout ce qu'il doit donner aux nobles. Hein. Aux nobles, tu vois le monsieur avec le grand chapeau avec des plumes, le manteau rouge, richement vêtu. Et à côté, tu reconnais un homme d'église avec sa soutane, sa grande robe noire. Et c'est écrit en dessous, euh, ça ne durera pas toujours. Donc là, on sent la montée du mécontentement du peuple et on sent qu'il va y avoir un changement radical. Alors, je vais te lire hein, le cahier un passage de cahier de doléances. Sire, nous sommes écrasés par les impôts. Nous vous avons donné une partie de notre pain. Il va bientôt nous manquer. Si vous voyez les pauvres maisons que nous habitons, la pauvre nourriture que nous mangeons, vous en seriez touchés. Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ceux qui ont le plus d'argent payent le moins. Nous payons l'impôt et les prêtres et les nobles ne payent rien de tout cela. Est-ce que chacun ne doit pas payer selon ses possibilités? Ici, les paysans demandent de la justice sociale, que tout le monde paye des impôts en fonction de ce qu'il gagne. C'est ce qui souhaiterait pour réduire les inégalités. On va voir ce que le roi va faire de ces propositions. Alors, comme je te l'ai dit précédemment, le peuple, il y avait des paysans, il y avait eu plusieurs catégories professionnelles qui ont rédigé des doléances. Des doléances et des souhaits pour un changement de société, pour plus d'égalité, pour changer les impôts, hein, pour que tout le monde puisse en payer en fonction de ceux qui gagnent, hein, et que pas toujours les mêmes, hein, que les nobles et la noblesse et les clergés payent également des impôts, pas que le peuple. Et le peuple espérait que ses représentants mettraient fin aux privilèges. Mais à leur grande déception, le roi refusa toute discussion sur ce sujet. Mécontents, des députés du peuple se réunirent dans la salle du Jeu de Paume à Versailles le 20 juin 1789. Ils firent le serment de ne pas se séparer avant d'avoir réorganisé le pouvoir en France par une constitution. C'est le serment du Jeu de Paume. Les représentants du peuple se révoltent. On va arrêter ce cours au serment du Jeu de Paume et on poursuivra la suite au prochain cours. On va faire une trace écrite de ce que nous avons étudié pendant ce cours. Alors, au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières condamnent la monarchie absolue et les privilèges de la noblesse et du clergé. Donc, les philosophes, tu te souviens, on en a vu quelques-uns, Diderot, Rousseau, Montesquieu.
Ils imaginaient une société dans laquelle les hommes seraient libres et égaux en droit. Donc on casserait la monarchie, où il y a le clergé et la noblesse qui est clairement au-dessus du peuple, et au-dessus encore de cette noblesse et ce clergé, le roi, le pouvoir absolu, désigné par le divin, désigné par Dieu, ça, ils voulaient l'arrêter. En 1789, le roi Louis XVI, 1774-1792, c'est son règne, c'est pas sa date de naissance et sa date de mort. Et il convoque les États généraux pour discuter des réformes, mais refusa de mettre fin aux privilèges. Alors, on se souvient, ça va déclencher la colère des représentants du peuple. Les députés du peuple firent le serment de ne pas se séparer avant d'avoir réorganisé le pouvoir en France. C'est le serment du jeu de paume. Ce serment est fait au peuple pour leur dire on ne va pas lâcher, on va aller jusqu'au bout pour mettre fin aux privilèges de la noblesse, du clergé. On veut absolument casser cette organisation où le peuple paie pour tout le monde. Voilà, ce cours est terminé. J'espère que tu l'as apprécié. On fera la suite une prochaine fois, bientôt. Et je te dis à bientôt, soit sur le groupe WhatsApp de la classe, soit en classe virtuelle. Au revoir.